Bonsoir, chers habitantes et habitants de Fillière. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous ce soir. C'est vrai qu'avec cette crise, on n'a pas l'occasion de se rencontrer, on ne peut plus organiser de réunions publiques et c'est une frustration énorme pour les élus. Nous n'avons pas pu faire notre traditionnelle ou nos traditionnelles cérémonies des vœux. Nous avons décidé de les remplacer par des courtes vidéos. Donc il y en a déjà 10 qui ont été postées. J'espère que vous avez l'occasion de les voir sur notre site internet ou sur la page Facebook de la commune. Et donc, à l'issue de ces vidéos, il était convenu que je vienne devant vous pour répondre à vos interrogations, à vos questions, pour échanger. Donc j'espère que vous êtes nombreux devant vos écrans et que les questions vont fuser. Alors, nous en avons déjà reçu un certain nombre, puisque nous avions indiqué une adresse. Je vais commencer par traiter ces questions, et puis évidemment, je prendrai en direct celles que vous allez poser durant cette heure d'échange, puisque nous avons décidé d'échanger jusqu'à 21 h. Alors, première question qui a été posée, c'est une question un peu technique, par Thomas Dubois, par Martine Pierre de Torrent, par Florent Privat. Elle concerne les gens du voyage et leur installation récurrente sur des terrains de Saint-Martin-Bellevue, notamment Mercier, puisque ça fait des années que des gens du voyage viennent à cet endroit. Et puis cet été, ils sont aussi venus au chef-lieu, vers l'école. Alors, je suis désolé, quelquefois les réponses sont un peu techniques. Il faut savoir que les gens du voyage ont des droits, que les collectivités, elles, ont des devoirs. Et notamment, c'est d'accueillir ces gens du voyage. La compétence, elle est au Grand Annecy. Le Grand Annecy doit mettre à disposition un terrain de passage, donc temporaire, c'est pour une saison et notamment pour l'été. On doit mettre en place aussi des terrains alors là, qui peuvent accueillir des gens de voyage pour des durées un peu plus longues, c'est de 3 à 4 mois. Donc c'est à Gillon où il y a une aire aménagée. Et puis on doit aussi fournir des terrains familiaux pour permettre aux gens de voyage qui le souhaitent de sédentariser. Or, il se trouve que nous, Grand Annecy, on n'est pas en règle avec cette dernière obligation. Dans le Puy de Fier, on devrait avoir donc des terrains familiaux. On devait pouvoir proposer à des gens de voyage de pouvoir se sédentariser. Ce qu'on appelle des terrains familiaux, c'est des mobil-homes qui sont mis à disposition avec des toilettes, un certain nombre de services. Et comme on n'est pas en règle, la préfecture refuse d'expulser ces gens du voyage lorsqu'on leur demande. Alors là, on a trouvé une parade, on a décidé de s'adresser directement au tribunal, ce qu'on a fait pour les gens qui sont venus au chef-lieu de Saint-Martin, et donc on le fera systématiquement, parce qu'on se rend compte que c'est un peu plus efficace. Et à l'emplacement de Mercier, le conseil départemental doit construire son centre technique des routes pour l'entretien des routes. Donc le terrain désormais ne sera plus disponible et on espère effectivement qu'à l'avenir on accueillera moins de groupes parce qu'effectivement dans ce milieu le bouche à oreille fonctionne beaucoup et comme ils savent qu'il y a des terrains disponibles, qu'ils ne sont pas expulsés pour les raisons que je vous ai indiquées, eh bien effectivement ils ont tendance à revenir chaque année. Alors deuxième question, c'est Mathieu Alésina qui demande ce que la commune a fait pour les jeunes qui sont en souffrance depuis le début de cette crise sanitaire. Alors, c'est vrai que c'est une préoccupation. On a bien conscience que les jeunes souffrent beaucoup, les étudiants, parce qu'ils sont privés de cours, privés de petits emplois, qui sont confrontés pour un certain nombre de grosses difficultés quotidiennes. Les lycéens, les collégiens qui, à un moment, n'ont pas pu aller en cours, qui sont obligés de suivre, notamment pour les lycéens, des cours en distanciel. Alors c'est vrai que la commune, elle n'a pas vraiment la compétence pour agir. On met en place des actions pour les jeunes. On a un local jeune à Torrenglières. Il y a des animateurs donc, qui essayent d'accueillir, de mettre en place des activités. Mais c'est vrai qu'avec la distanciation sociale, c'est pas facile. On investit beaucoup pour la jeunesse. C'est vraiment la priorité des élus et de la commune. Mais c'est vrai qu'on en parle aussi au Grand Annecy. On a du mal à vraiment mettre en place des actions efficaces pour les adolescents et notamment pour les jeunes de 18 à 25 ans en cette période de crise. Mais Mathieu, je te garantis que c'est une de nos préoccupations. Et puis Mathieu, il a une autre question aussi, c'est par rapport au logement et la difficulté pour les jeunes de rester dans notre commune, de se loger, de trouver un logement abordable. Alors, il pose la question de 25% de logements aidés, puisqu'on est obligé de construire 25% de logements aidés. Vont-ils permettre aux jeunes de rester? Alors effectivement, il y a une loi qui nous impose de construire 25% de logements aidés, d'avoir 25% de logements aidés dans notre parc de logements, ce qui veut dire qu'on doit en construire beaucoup dans les prochaines années. Logement aidé veut dire loyer modéré.
Alors, ça devrait permettre effectivement aux gens qui ont des revenus modestes, aux jeunes qui rentrent dans la vie active, de pouvoir se loger dans la commune de Fillières. Là aussi, c'est vraiment une grande préoccupation parce qu'on se rend compte qu'on construit de moins en moins pour les habitants qui vivent dans notre commune, de moins en moins pour les jeunes. Mais il y a beaucoup de constructions qui se font pour les personnes qui viennent de l'extérieur, pour notamment des frontaliers, voire des résidences secondaires. Donc c'est quelque chose effectivement qui pose d'énormes problèmes. Et par notre politique de logement, en achetant des terrains, en permettant de construire des logements aidés, des logements abordables, on espère effectivement qu'on va enfin permettre à notre population, et notamment aux plus jeunes, de pouvoir rester dans cette commune de Fillières pour peut-être ensuite, après avoir été locataire pendant un certain temps, pour pouvoir devenir propriétaire, acheter un appartement, acheter une maison. Donc oui, en principe, le fait de construire plus de logements aidés, ça devrait vous permettre de rester dans notre commune. Alors, une question alors en direct de la part de Zila Guti qui concerne la piste cyclable pour aller à Annecy. Je sais qu'il y a aussi quelqu'un qui nous a posé cette question par message. Alors effectivement, on parle de cette voie verte. Là aussi, la compétence est au Grand Annecy. Donc ils travaillent. Il y a un gros travail qui a été fait ces derniers mois pour réfléchir à l'implantation de cette piste qui doit passer le long de Fillières. Il faut passer maintenant au stade de l'acquisition des terrains et puis évidemment de la réalisation. Le Grand Annecy est en train d'élaborer un schéma cyclable. Donc, dans ce schéma vont apparaître les pistes qui seront construites dans le futur, dans les prochaines années. Les élus de Fillières sont très attentifs à ce que cette piste elle soit bien inscrite parce qu'on sait qu'il y a une attente forte, notamment avec le développement du vélo à assistance électrique, pour vous permettre de pouvoir rejoindre le cœur de l'agglomération, le centre d'Annecy en vélo. Cette piste elle va être construite par étapes. Pour le moment, elle s'arrête au niveau de l'usine Dassault Argonnet. Donc la première étape, ce sera Dassault rond-point de Mercier. La deuxième étape, Mercier-Groisy. Et la troisième étape, Groisy-Toranglière. Je ne peux pas vous donner vraiment de date précise, mais sachez que c'est dans les tuyaux et que notre vice-président Grand Annecy, qui s'occupe de ce qu'on appelle les mobilités douces, il est vraiment très motivé pour travailler sur ce projet. Donc je pense que dans les prochains mois, on aura des avancées considérables. Voilà, donc il y a une autre question donc, de Pierre-Jean Gaillard qui évidemment, c'est aussi là, un dossier sensible qui concerne l'école de Saint-Martin. Puisque c'est vrai que la démographie est galopante à Saint-Martin, il y a eu énormément de constructions ces dernières années, les effectifs scolaires ne cessent de grandir. Donc il y avait des études qui avaient été menées, comme vous le rappelez, par la commune historique de Saint-Martin. On a repris ces études et là il y a vraiment un bureau qui travaille d'abord pour construire une école maternelle puisque c'est vraiment là que la pression est la plus forte hein, chez les plus jeunes, les 3-6 ans. Donc il y a eu une première étape quand même conséquente qui a été faite, c'est aménager une nouvelle cantine, une nouvelle salle pour la garderie, pour les centres de loisirs le mercredi. C'est quand même un investissement de 2 500 000 € qui a été réalisé en 2019, 2018-2019. Donc la deuxième étape, c'est l'école maternelle. On y travaille et on espère pouvoir passer à la phase travaux très rapidement. Et il y aura forcément une troisième phase. Ce sera l'école élémentaire, mais ce ne sera pas sous ce mandat, parce qu'évidemment les finances ne le permettent pas. Mais l'aménagement d'une nouvelle école maternelle va quand même libérer un peu de place et donc permettre aussi de soulager l'école élémentaire, d'offrir de nouveaux locaux et d'accueillir dans de meilleures conditions les enfants. Alors on sait, hein, pour notamment les parents de Saint-Martin, que c'est une promesse qui est ancienne. Vous avez sans doute l'impression que rien ne bouge, mais je vous garantis que cette fois c'est dans les cartons et qu'on espère vraiment qu'en 2022 les premiers travaux puissent commencer. Alors toujours je vois qu'il y a une question qui concerne toujours la jeunesse et cette fois c'est les plus jeunes, hein, les tout petits, les crèches. Donc Adélaïde Mollet qui habite à Évire, effectivement, constate qu'il est très difficile d'obtenir des places en crèche, qu'il n'y a pas de crèche dans toutes les communes déléguées, donc ce qui oblige évidemment à se déplacer ou alors à recourir à d'autres solutions. Alors contrairement à ce que vous indiquez, il n'y a pas qu'une crèche à Toranglière, il y en a une aux Oillères, qui sont 2 crèches associatives qui sont gérées par les parents. On a aussi une micro-crèche à Saint-Martin qui est gérée par l'ADMR, mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant pour répondre à la demande qui est très forte.
on a mis en place ce qu'on appelle un relais assistante maternelle, c'est-à-dire qu'on a une animatrice qui propose tous les jours dans des communes déléguées différentes des animations à destination des assistantes maternelles, parce qu'on a quand même la chance d'avoir un certain nombre d'assistantes maternelles sur notre territoire. Mais effectivement, là aussi, ce n'est pas suffisant. Et puis hélas, avec la crise sanitaire, il n'est plus possible de mettre en place ces animations, d'autant plus que notre animatrice nous a quittés, donc on est en train de la remplacer. Mais en tout cas, aujourd'hui, les animations collectives ne peuvent pas se faire. Donc même si elle était là, ça ne serait pas possible. Mais on a aussi comme projet de construire une crèche plus grande, donc sans doute à Toranglière, parce que celles qui existent se trouvent dans des bâtiments qui sont aujourd'hui... qui ont un certain âge, qui ont mal vieilli. Et puis, c'est d'agrandir aussi la crèche des Oyères, puisqu'on va construire un nouveau groupe scolaire, donc ce qui va libérer de la place, et ce qui permettra d'agrandir la crèche des Oyères. Mais effectivement, on réfléchit aussi à d'autres solutions, avec tout de même des finances qui sont contraintes. On investit beaucoup chaque année, mais il y a aussi une réalité financière, donc on ne peut pas non plus mener tous les projets que l'on souhaiterait conduire. Alors Jérôme Roussel donc m'interpelle sur le télétravail et la qualité de la connexion Internet. Alors des implantations de la 5G sont-elles prévues prochainement? Et je n'ose pas demander pour la fibre. Alors je vais vous répondre pour les deux. Implantation 5G, c'est en cours. C'est en cours. Alors je sais que ça crée des polémiques, ça crée des craintes. Mais les opérateurs ne passent pas par les communes, donc c'est l'État qui donne des autorisations. Donc sur certains pylônes, donc la 5G est en cours d'installation, c'est notamment l'opérateur Free qui le fait, ils ont pris les devants. Donc la 5G va arriver très prochainement. On va aussi proposer l'implantation d'un nouveau pylône à Toranglière pour desservir la vallée de Flan. Quand je dis la vallée de Flan, c'est-à-dire ça part du chef-lieu et ça va jusqu'au col des Fleuries, puisqu'il y a une zone blanche. Donc l'État nous a retenu cette zone pour l'aménager et donc permettre enfin aux gens de pouvoir avoir un portable et une meilleure qualité de desserte. Donc là, dans les prochains mois, il y a une nouvelle antenne qui va voir le jour dans un endroit qui est totalement inhabité sur le plateau de la Borne. Et donc la 5G va peu à peu arriver dans notre commune. Alors pour la fibre, c'est en cours, ça se fait lentement. Aujourd'hui, il y a certains secteurs de la commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue qui sont desservis, le centre de Toranglière, mais l'engagement de l'État et des opérateurs, c'est que la fibre arrive dans toutes les maisons en 2025. Voilà. Donc 2025, c'est à la fois loin et proche, mais peu à peu, donc, par le biais de câbles, parce que ce ne sera pas forcément enterré partout, la 5G devrait arriver dans tous les foyers à Filière, comme en Haute-Savoie et partout en France. Alors Christian Daguet, que je salue parce que c'est l'ancien responsable des services techniques de la commune de Saint-Martin, nous demande, il constate que le curage des fossés ne se fait plus ou se fait beaucoup moins depuis le passage en commune nouvelle. Et à juste titre, il fait remarquer que c'est très important pour éviter les dégradations de voiries. Donc c'est prévu, il y a une grande campagne qui est prévue en 2021 à Saint-Martin notamment. Il est vrai que la commune est grande, donc on fait secteur par secteur. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à Ayvire, aux Oyères, à Viernoz ces derniers mois. Le tour de Saint-Martin arrive, mais là aussi on a prévu d'être beaucoup plus réactif dans les mois futurs et de faire des travaux de curage régulièrement dans toutes les communes déléguées pour éviter effectivement les problèmes que vous soulevez. Alors, Catherine Sonda, elle nous parle de la commune d'Évire. La boîte postale a été condamnée il y a au moins 5 mois. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le courrier peut être déposé à l'auberge, puisque l'auberge, c'est une agence postale, mais c'est vrai qu'elle n'est pas ouverte tous les jours. Alors, donc oui, comme vous le confirmez, donc la demande est bien arrivée à la municipalité. Elle a été reliée auprès de la Poste. Alors vous dites comment jugez-vous l'efficacité de vos services? Eh bien la demande a été reliée immédiatement et là l'efficacité des services en cause c'est ceux de la Poste. C'est vrai que la Poste aujourd'hui c'est un service qui est en grande difficulté. Il suffit de constater à quel point la distribution du courrier est difficile. Il y a beaucoup de citoyens qui nous disent que le courrier arrive très irrégulièrement, que certains jours le facteur ne passe pas. Il y a une explication, et ça renvoie aussi à la question que posait Mathieu Alésina, c'est la cherté de la vie en Haute-Savoie. Il y a des centaines de postes
de facteurs qui ne sont pas pourvus aujourd'hui, beaucoup de remplaçants, beaucoup d'intérimaires, et donc ça se ressent forcément sur la qualité du service offert. Et je ne jette pas du tout la pierre à ces intérimaires ou à ces gens-là qui ont des contrats à durée déterminée, mais c'est vrai que c'est un service qui est en grande souffrance, et les réponses aussi que l'on fait remonter, hélas, sont très très longues. Donc là, ce n'est pas un problème de services municipaux, mais c'est bien un problème qui est lié à la Poste. Alors Anne Vindray, donc je vois que le collectif Retrouver Évire est devant le live Facebook et je m'en félicite. Alors nous n'avons jamais eu l'opportunité de vous demander ce que 53% des votes sur Évire en faveur de la diffusion signifiait pour vous. Bon après, donc effectivement par rapport à la démocratie, oui, donc en gros on sait que vous souhaitez sortir de la commune de Filière. Donc vous parlez effectivement des 53% des votes aux élections municipales de 2020. C'est 300 personnes qui ont voté pour votre liste sur un peu plus de 1100 électeurs. Donc 53% des participants, mais ça fait moins de 30% des électeurs d'Évire. Donc ça, c'est une question effectivement qui nous préoccupe. Effectivement, cette volonté d'une partie de la population, je dis bien d'une partie de la population d'Évire de quitter la commune nouvelle. On sait que ce n'est pas l'avis général, parce que moi, je reçois régulièrement des gens d'Évire qui me disent qu'ils sont plutôt très satisfaits de cette commune nouvelle, qui se rendent compte qu'il y a des services nouveaux qui sont apportés. Donc, cette question, je sais que vous l'avez portée auprès de la préfecture, auprès de nos parlementaires, auprès de la présidente du Grand Annecy. L'objectif, c'est quand même de se donner le temps, de ne pas casser un jour ce qu'on fait la veille. Moi, je trouve que cette commune nouvelle, même s'il y a des imperfections que l'on nie pas, elle est efficace, qu'on a réussi quand même à mettre en place progressivement, parce qu'il faut un peu de temps à mettre en place des services qui répondent aux attentes de la majorité de la population. Effectivement, ça ne fait pas l'unanimité. Donc, on prend bien en compte vos revendications, mais nous, on préfère se donner du temps et puis on écoute aussi ce que disent l'ensemble des Évirois. Et donc, c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas si clair que ça, parce qu'il y en a un certain nombre qui manifestent aussi leur attachement à cette commune nouvelle. Alors, Saverio Mosselin, lui, donc, nous interpelle sur le problème du ramassage des ordures ménagères au Régalais, et notamment sur ces Molocs qui devaient être ajoutés, puisque les travaux devaient commencer en janvier 2020, et c'était effectivement prévu. Alors, très clairement, on a un problème, puisqu'on n'a pas la maîtrise foncière, et le propriétaire du terrain s'est opposé aux travaux. Donc, on a multiplié les rencontres. Je me suis déplacé plusieurs fois pour essayer de convaincre le propriétaire. Je n'ai pas réussi à le faire. Donc, il va y avoir des travaux, mais beaucoup plus modestes que ceux qu'on avait prévu de réaliser. Il y a 1 ou 2 Molocs qui vont être ajoutés, mais ça ne sera pas aussi ambitieux que... Enfin, c'est le Grand Annecy qui a la compétence, ce que les services du Grand Annecy comptaient faire. Mais voilà, c'est bien prévu. Donc, avec la fin de cette crise sanitaire, on espère que ces nouveaux Molocs vont arriver. Alors, pour le lampadaire cassé suite à un accident routier, là aussi, les demandes ont été faites. Après, c'est un problème d'assurance. Il faut qu'on ait une réponse de l'assurance. Mais le lampadaire, il sera remplacé dès que l'assurance aura accepté de prendre en charge le coût. Alors pourquoi ça prend un peu de temps? Parce que les assurances, elles ne veulent pas payer, donc elles recherchent la responsabilité. En vain, on a essayé de trouver le responsable, la personne qui a provoqué la chute du lampadaire. Mais voilà, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on ne retrouvera sans doute jamais le responsable de l'accident. Donc les assurances, notre assurance, elle va sans doute accepter de payer cette réparation. Et puis vous évoquez aussi un sujet qui est très sensible sur la commune de Filière, mais un peu partout dans les communes du Grand Annecy, c'est celle de l'assainissement individuel et de l'obligation de se mettre aux normes, puisque c'est vrai que le SILA, il impose pour les assainissements, pour les installations qui sont défaillantes ou qui s'avèrent polluantes, ou en tout cas qui ne correspondent plus aux normes actuelles. Donc il impose une réhabilitation qui effectivement représente un coût important. Vous parlez de 10 à 12 000 euros, mais effectivement c'est à peu près la moyenne. Alors hélas, il y avait des aides. Il y avait des aides jusqu'en 2019.
hein. L'agence de l'eau a accordé une subvention de 3 000 €. Donc il y a beaucoup de citoyens de Filière qui en ont profité, qui sont inscrits pour des programmes de réhabilitation. Mais l'agence de l'eau, donc en 2020, a décidé d'arrêter ces subventions, puisqu'elle estime qu'aujourd'hui c'est une obligation, et donc elle n'a même plus à aider les personnes qui sont dans cette situation. Je le regrette évidemment beaucoup, d'autant plus que le SILA applique une pénalité maintenant, hein, donc ceux qui ne sont pas aux normes, ils doivent payer 460 € chaque année. Et on a bien conscience que c'est une lourde charge pour des gens qui ont des revenus modestes, hein, pour des retraités qui ont des toutes petites retraites, notamment ceux qui sont issus du milieu agricole. Donc pour ceux qui ont des difficultés, on essaye de trouver des solutions. Le SILA, il a mis en place un groupe de travail effectivement pour apporter une aide. Hein, si l'État ne veut plus le faire, on va réfléchir comment on peut aider les personnes les plus modestes. Pour les autres, eh bien, effectivement, la mise aux normes, mais c'est une loi européenne et elle est obligatoire. Alors Choupi nous dit une piste cyclable c'est bien, mais des bus Cibra et Vire ce serait bien aussi. Alors là je peux vous garantir que j'en parle régulièrement au Grand Annecy. Je suis en lien avec les vice-présidents qui s'en occupent, avec le directeur de la mobilité. Si vous suivez les conseils communautaires, vous avez dû constater que je suis intervenu pas plus tard que jeudi dernier encore pour parler de cette situation des habitants des Vires qui ont l'impression que le Grand Annecy ne leur apporte pas grand-chose. Donc il y a vraiment quelque chose qui est là aussi dans les tiroirs et qui devrait être déclenché très, très vite, c'est ce qu'on appelle le transport à la demande. Parce que mettre des bus à Évire, qui est une commune vaste, qui est peu dense, où il y a beaucoup de hameaux, c'est quand même prendre le risque de faire circuler ces bus quasiment vides. Donc là, on va essayer avec aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a tout un tas de moyens avec les portables, de permettre aux gens d'appeler, de dire voilà, nous on veut se déplacer. Donc l'idée c'est appeler la veille et puis le jour même, lorsque un minibus, une voiture vient, c'est de signaler à tous les gens qui habitent à Évire, qui pourront être ramassés à tel endroit, qui pourront être déposés à tel endroit. Voilà, c'est vraiment essayer de mettre en place quelque chose de performant, qui soit souple et qui réponde vraiment aux besoins des habitants d'Évire, comme des Oyères, parce que la commune des Oyères est dans la même situation. Et puis aussi de mettre en place une desserte entre Évire et la gare de Groisy. Parce qu'on a la chance d'avoir des trains à Groisy. Avec le Léman Express, c'est vrai qu'il y a plus de trains qui s'arrêtent aujourd'hui. Et lorsqu'on est à la gare de Groisy, on est à quelques minutes, 10 minutes du centre d'Annecy. Donc dans les prochains mois, oui, hein, il y a des choses qui vont bouger à Évire, comme dans toutes les communes où il n'y a pas de transport aujourd'hui, sauf les transports scolaires. Donc Évire est tout en haut de la pile et le vice-président qui est en charge des transports, comme la présidente de Grand Annecy, m'a encore rassuré récemment. C'est une question qui est prise très au sérieux, donc oui, vous aurez des réponses assez vite. Alors, vous dites, vous renforcez les déplacements des Annéciens, alors c'est Catherine Sondaz encore, vers leur terrain de jeu, navettes, bus, voies cyclables. Que comptez-vous faire pour améliorer les déplacements professionnels, scolaires et de loisirs des habitants du territoire de Filière? Alors, pour les déplacements scolaires, là, il y a un service, il me semble, qui est relativement performant, hein, qui est géré aussi par le Grand Annecy, qui a pris la suite soit de la région, soit de la communauté de communes, puisque nous, on avait la compétence par délégation. Donc là, je pense qu'au niveau des transports scolaires, il n'y a pas de problème particulier. Pour les loisirs, les déplacements professionnels, alors pour les loisirs, voilà, le Grand Annecy investit. Hein. Il y a des navettes à destination, par exemple, du plateau des Glières, qui s'adressent bien évidemment aux habitants de Filière. Il y a 3 cars qui partent tous les mercredis, samedis et dimanches pendant la saison hivernale de la gare d'Annecy. Et tous les jours pendant les vacances scolaires de notre zone, il y a des navettes qui prennent le relais à partir de la commune de Thoranglières, la commune déléguée de Thoranglières qui vont jusqu'au plateau. On a 6 navettes qui sont présentes les mêmes jours, mercredi, samedi, dimanche et toutes les vacances scolaires. C'est des mini-navettes, 9 places, parce qu'évidemment, les cars ne peuvent pas se croiser sur la route, donc on a été obligé de s'adapter. Ce service, on a la volonté de le renforcer à partir de l'hiver prochain. Après, pour les déplacements professionnels, eh bien, effectivement, hein, c'est toute la réflexion qui est menée. Comment, effectivement, permettre aux habitants de Filière, mais plus généralement du Grand Annecy, de se passer d'une voiture, voire de se passer de voiture tout simplement. Donc là, il y a vraiment une grande réflexion. La mobilité, on peut dire, c'est la priorité aujourd'hui du Grand Annecy. Il y a un projet de tram qui ne nous concerne pas, qui concerne vraiment le cœur de l'agglomération. Mais pour amener ces gens vers le tram, il y aura des parkings relais qui seront aménagés tout autour
du cœur de l'agglomération, de la commune nouvelle d'Annecy, et il y aura des transports de rabattement, des cars, des trains, des mini-cars qui vont effectivement répondre à l'attente des habitants. On a décidé d'investir massivement, il y aura des transferts, bon c'est un peu technique là aussi, du budget général vers le budget mobilité, mais ça sera vraiment la grande priorité du mandat au Grand Annecy. Alors, autre question, Léo Forlini, qui parle effectivement des jeunes, des personnes handicapées ou malvoyantes habitant à Évire. Comment peuvent-ils se déplacer jusqu'à Annecy, bus, train, navette? Alors, pour les personnes handicapées ou malvoyantes, il y a un service qui s'appelle Handibus, où vous avez droit à ce service maintenant, comme hier et comme demain. Donc il suffit d'aller sur le site du Grand Annecy Mobilité, d'appeler, il y a un numéro, on appelle, et là aussi c'est un minibus qui vient vous chercher. Alors bon, il faut appeler la veille, qui vous dépose à l'endroit où vous souhaitez aller, et qui vous ramène ensuite chez vous. Donc ce service, il existe, il concerne les 34 communes du Grand Annecy. Donc c'est vraiment c'est ciblé, ça concerne effectivement les personnes qui présentent un handicap, soit qui sont déficients visuels, soit qui ont des problèmes de mobilité. Donc ça, je vous invite à vous renseigner. Il faut savoir qu'il y a des gens du Puy de Fier qui en bénéficient. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça des habitants d'Avernoz qui utilisent ce service. Alors peut-être qu'il n'est pas suffisamment connu. Et donc, votre question, elle tombe bien. Je relayerai aussi cela auprès des services mobilité Grand Annecy, peut-être pour qu'ils communiquent davantage. Nous, on peut le faire par le biais aussi de notre site et de notre bulletin municipal. Mais c'est un service qui existe partout. Et quand je dis on va vous chercher, c'est à votre domicile. Quel que soit le hameau dans lequel vous habitez, c'est pas une ligne qui vient qu'au centre-bourg. C'est vraiment partout. Ce service existe déjà. Alors, Monsieur Claude Muffat, que je connais bien aussi, m'interpelle sur un sujet qu'il a à cœur, c'est le motocross, le terrain de motocross du Pays Rochois qui est situé sur le plateau des Bornes, qui crée effectivement des nuisances sonores, visuelles. Alors, il dit que, je le cite, qui pollue les sols dans un secteur agricole, alors que même les agriculteurs se plaignent de manquer de terres agricoles. Donc évidemment, M. Muffat demande s'il ne serait pas envisageable ou souhaitable de fermer ce motocross et de protéger ce lieu. Alors c'est vrai que le plateau des Bornes, c'est un endroit qui présente un grand intérêt pour l'agriculture. Il y a des espaces naturels de grande qualité, une biodiversité qui est riche. Ce terrain de motocross, on en parle depuis des années. L'autorisation, elle est donnée par la préfecture. La commune était consultée, elle ne l'est plus depuis quelques années. Alors l'activité est certes limitée, puisque le nombre d'entraînements, le nombre de compétitions qui se déroulent chaque année est restreint. Après, effectivement, les pistes que vous proposez, c'est trouver un terrain peut-être plus adapté dans des milieux un peu moins sensibles. Je sais que vous parliez peut-être de le faire dans le site de Roche Expo. Alors là, ça veut dire qu'on passe dans un lieu fermé. Donc ce n'est pas tout à fait le même sport, même si ça s'appelle bien du motocross. Mais dans le cadre de l'élaboration du PLUI du Grand Annecy, on va être amené à réfléchir à la protection des milieux naturels, des milieux sensibles. Et effectivement, cette question, elle va ressurgir. Alors le but, ce n'est pas non plus d'interdire à ces gens qui ont cette passion, de ne leur interdire de pratiquer leur activité, mais c'est effectivement peut-être de trouver un site adapté en Haute-Savoie, réfléchir à quel site pourrait à la fois permettre, sans qu'il y ait trop de nuisances, la pratique de ce sport. Mais bon, voilà, M. Muffat, on en parle souvent, et vous savez que c'est aussi une question qui me préoccupe. Alors, Charles Vindray, lui, m'interroge sur la construction, donc je lis, construire c'est bien, mais quand on voit que dans la rénovation, il n'est pas possible de faire plusieurs logements, même des fois seulement un, où est la logique? N'oubliez pas que beaucoup de jeunes sont partis sur d'autres communes où les rapports avec l'administration se passent beaucoup mieux. Alors là, j'ai un peu un doute. Alors, le sujet que vous soulevez est un vrai sujet. Par contre, les règles, les lois sont les mêmes partout, donc je pense qu'elles sont appliquées partout. Le problème des logements existants, effectivement, de les aménager, ça évite d'empiéter sur des terrains agricoles ou des terrains privés, donc ça semble pertinent. Les limites que l'on rencontre, et notamment à Évire, c'est le problème de l'assainissement. Pour pouvoir faire de nouveaux logements,
il faut qu'on ait des solutions d'assainissement. Ah bon, Évire, le sol ne s'y prête pas du tout. Donc effectivement, on se heurte à ces problèmes pour beaucoup de réhabilitation. Il y a des bâtiments qui existent, qui demandent qu'être réhabilités, mais il n'y a pas de solution d'assainissement. Et là, accepter des logements, ça veut accepter une pollution du sol, du sous-sol. Donc c'est compliqué. Il y a un vrai travail qui est fait au sujet des zones humides. Parce qu'à Évire, il y a beaucoup de zones humides. Il y en a qui accueillent déjà après traitement, hein, donc les rejets des assainissements. Avec les services de l'État, donc on a décidé de retenir 2 zones humides à Évire qui servent de test. Et si on arrive à prouver que ces zones humides végétalisées, parce qu'on les appelle comme ceci, fonctionnent, on aura l'autorisation d'utiliser d'autres zones humides et donc de permettre ces réhabilitations. Effectivement, c'est du bon sens, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Plutôt que d'aller construire sur des terrains agricoles, utilisons déjà les sols qui sont imperméabilisés, utilisons ces grands bâtiments, parce que dans notre commune, on a la chance d'avoir des grands bâtiments agricoles qui souvent ne sont plus utilisés, donc où bien sûr c'est pertinent, et bien sûr que voilà, on y travaille depuis aussi donc plusieurs années. On espère avoir prochainement le feu vert des services de l'État pour utiliser ces zones humides et pour permettre la réhabilitation de nombreux bâtiments à Évire. Alors Florent Privat lui m'interpelle sur la sécurité concernant la route de l'église à Saint-Martin, puisque effectivement il y a beaucoup de circulation aux heures de sortie et puis on peut dire aux heures aussi où les enfants vont à l'école. Donc vous aimeriez qu'on construise un trottoir ou qu'on mette un sens unique à cette route. Donc là aussi, hein, on a mis en place un groupe de travail pour la sécurisation des voies communales. Parce que là, on est sur une voie communale. Lorsque ce sont des voies départementales, on n'a pas la main. Mais là, effectivement, on est directement concerné et on peut agir sans contrainte. Donc ce groupe de travail, il est en train d'abord de mener une réflexion sur les zones les plus dangereuses, parce que là aussi il y a un problème financier, on ne peut pas aménager des kilomètres de voirie la même année. Donc le but c'est d'étaler ces aménagements sur plusieurs années, déjà de lister les zones les plus dangereuses, hein, de bien prioriser, de hiérarchiser, parce qu'il y a des zones où les vitesses sont plus grandes, où il y a plus de voitures qui passent, où il y a des enfants, où il y a plus de gens en bordure de route. Donc cette route, elle fait partie de la réflexion, puisque effectivement, elle conduit à l'école. On sait qu'il y a des mamans, qu'il y a des enfants ou des papas hein, qui empruntent cette route tous les jours. Donc oui, la réflexion est lancée. Est-ce que c'est un trottoir la bonne solution? Est-ce que c'est un passage sécurisé? Mais en tout cas, ça fait partie aussi de nos réflexions. Alors, toujours sur les écoles, donc Jérôme Roussel, lui me demande de parler du projet d'école aux œillères. Puisque vous venez d'avoir un bébé, je vous félicite, hein, parce qu'on a besoin de naissances. Hein, vous savez que la démographie en Europe est un peu en berne, ce n'est pas le cas en France, mais effectivement, c'est bien d'avoir des naissances, d'avoir une population jeune. Alors, le groupe scolaire des œillères, là aussi, hein, on en parle depuis un certain temps. Je sais qu'avant même le passage en commune nouvelle, c'était un dossier qui était suivi de près par les élus des œillères qu'on a récupéré. Donc aujourd'hui, on en est au stade, on va retenir le groupe, puisqu'on a choisi de confier les travaux à un groupe. Hein, c'est une procédure un peu compliquée qu'on appelle marché de performance énergétique. Il y a 3 groupes qui ont été sélectionnés, donc qui travaillent. Ils sont en train d'élaborer un projet, donc de faire des plans, de proposer une architecture. Et ils doivent répondre à un cahier des charges très précis, hein, on a mis du temps pour l'établir, parce qu'on veut à la fois, évidemment, un bâtiment qui répond aux besoins des professeurs d'école et des enfants, mais aussi qui intègre des données environnementales, qui soient particulièrement performants en matière énergétique. Donc, les 3 groupes qui ont été retenus doivent nous faire part de leurs propositions début avril. Donc, à l'issue de ces auditions, on va retenir un groupe. Et ce groupe, donc, il aura un certain délai pour construire. Donc le délai qu'alloué, c'est 10 mois, mais 10 mois après l'obtention du permis de construire. Donc le permis de construire ne sera pas délivré avant l'automne 2021. Raisonnablement, on peut penser que les travaux vont commencer fin 2021, début 2022. Donc 10 mois de travaux, bon, on va s'accorder une petite marge de manœuvre et peut-être d'imprévu. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, le groupe scolaire il sera prêt fin 2022
Et notre espoir, c'est que les enfants rentrent dans cette nouvelle école en janvier 2023. Donc après les vacances de Noël 2022, donc ce groupe scolaire, il comprendra 5 classes, une nouvelle cantine, évidemment une salle multi-activités. Aujourd'hui, le groupe scolaire des OER, il est dispersé sur 3 sites. Il y a la maternelle d'un côté, l'école élémentaire d'un autre, et puis la cantine qui est située sur un 3e site, c'est la salle Jean Bouvet. Donc tout sera regroupé sur l'ancien City. Et donc voilà, on a cette fois un calendrier qui est clair, qui est précis. Donc début 2023, les enfants des OER pourront rentrer dans cette nouvelle école. Alors Basile, lui, m'interroge sur les chemins ruraux qui ont été particulièrement endommagés par les intempéries hivernales. Et là, on est toujours à Évire, donc certains chemins évirois n'ayant plus ou pas été entretenus dernièrement. Comment comptez-vous procéder pour leur remise en état? Alors, c'est vrai que chaque fois qu'on fait des réunions publiques, on a des demandes pour l'entretien des chemins ruraux parce que les gens souhaitent se déplacer, pas forcément aller très loin de chez eux pour faire de la marche. Et donc, dans notre budget, notamment 2021, il y a une somme qui est inscrite pour aménager, pour entretenir, pour baliser des chemins communaux, parce que là aussi, il y a plusieurs types de chemins. Le Grand Annecy a la compétence pour les chemins, je vais dire, de grande randonnée, ceux qui sont empruntés, qui présentent certaines caractéristiques, mais on sait qu'on a besoin de créer des sentiers qui permettront de relier nos différents hameaux, nos différentes communes déléguées. Donc on va y travailler dès 2021, et donc chaque année, il y a une somme qui sera destinée à rénover des chemins ruraux, à aussi redonner à ceux qui souhaitent se promener, redonner certains chemins ruraux aujourd'hui qui peuvent être fermés ou qui sont peu praticables. Donc oui, ça sera fait. Mais alors là aussi, on ne va pas pouvoir entretenir tous les chemins ruraux la même année. Donc il y aura un budget qui sera alloué à cette préoccupation chaque année. Alors ensuite, Catherine Thomet me dit, d'après vos dires, le projet de l'école est dans les cartons. En 2014, nous avons emménagé à Saint-Martin. La mairie nous a promis une nouvelle école primaire et élémentaire, toujours rien. Comment pouvons-nous vous croire lorsque vous annoncez la construction d'une école élémentaire? Alors, je ne sais pas si vous étiez là au début du live, parce que je n'ai pas promis une école élémentaire tout de suite. Je dis, voilà, la mairie de Saint-Martin, on a repris ses projets, et elle avait prévu 3 phases. Première phase, c'est donc rénovation de la salle périscolaire et scolaire, c'est-à-dire la cantine et donc les salles qui accueillent, qui servent donc à accueillir les enfants pendant la garderie, et les centres de loisirs le mercredi et les vacances. Cette première tranche est terminée, je le disais tout à l'heure, avec un coût qui est quand même pas anodin, 2 500 000 €. Donc là, on est passé à la deuxième phase. Donc il y a un bureau qui nous accompagne pour localiser précisément où on va construire cette école maternelle, puisque c'est la deuxième phase, c'est l'école maternelle, c'est ce qui se fera pendant ce mandat. Et la troisième phase, l'école élémentaire, ça sera sans doute après 2026, pour des raisons budgétaires. Mais le fait de construire une école maternelle, ça va libérer de la place et ça permettra à l'école élémentaire de mieux fonctionner. Évidemment, on se préoccupe des écoles, on investit beaucoup, on a fait quand même pas mal de travaux dans l'école de Saint-Martin, que ce soit l'école maternelle ou élémentaire. Donc oui, effectivement, il y aura des travaux prochainement, mais pour l'école maternelle, l'école élémentaire, nos finances ne nous permettront pas de tout faire sous ce mandat. Alors, Florent Privat, lui, me demande si on a des nouvelles du CEVA par rapport à la gare de Saint-Martin. Alors là ce n'est pas le CEVA qui est en cause. Le CEVA, bon, c'est un acronyme qui signifie, finalement, c'est Cornavin, Eaux-Vives, Annemasse. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, desserte à haut niveau de service entre Annemasse et le centre de Genève, notamment la gare de Cornavin. Nous, on est concernés par le Léman Express. Le Léman Express, donc c'est amener les gens qui veulent aller à Genève, les frontaliers depuis Annecy ou depuis toute la Haute-Savoie, le Pays de Gex, vers Genève. Mais c'est la SNCF. En fait, c'est vraiment la SNCF qui a la compétence. Il y a des travaux de remise aux normes, la gare de Saint-Martin qui s'impose. Il faut relever les quais pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir prendre le train. Il faut sécuriser aussi la descente et la montée des passagers. Le coût est quand même élevé, c'est 4 millions d'euros. Donc là, la compétence est le Grand Annecy. Là aussi, on en parle régulièrement à notre présidente.
à François Astorg, qui est le vice-président en charge de la mobilité. Il y a des réunions régulières avec la SNCF. Donc c'est bien inscrit dans leur programme de travaux, mais ce n'est pas là non plus pour tout de suite. C'est-à-dire l'horizon, c'est plutôt 2023, 2024. Mais on pousse vraiment très fort pour que les trains s'arrêtent à nouveau à Saint-Martin. Et dans le PLU de Saint-Martin, qui va être approuvé dans quelques semaines, évidemment, on a plutôt privilégié le développement dans ce secteur pour éviter aux gens d'être obligés de prendre leur voiture pour se déplacer. Parce que je disais, à Groisy, on est à 10 minutes de la gare de Saint-Martin, d'Annecy. Quand on est à Saint-Martin, on doit être à 7 minutes. Donc effectivement, cette gare, elle a vocation à nouveau fonctionner et ça sera un relais important pour se rendre directement au Grand Annecy sans voiture. Alors, autre question de M. Bras. Que comptez-vous faire face aux dégradations et déchets dans la zone des toilettes publiques derrière le petit casino de Thorrent? Déjà, c'est regretter ces dégradations et ces actes qui se répètent, ces actes d'incivilité, notamment autour des Molocs. Il y a un certain nombre de personnes qui, plutôt qu'aller à la déchetterie, voire plutôt que simplement mettre les déchets dans les Molocs, les mettent à côté. Alors, on trouve de tout. Dernièrement, je ne sais plus dans quelle commune, on a même trouvé un bateau à côté des Molocs, mais c'est pas rare qu'on trouve des pneus, des télés, des fauteuils, etc. Comment lutter contre les incivilités? Certaines communes ont mis en place un système de vidéosurveillance. Je trouve que c'est un peu dommage d'être obligé de recourir à telle solution dans nos communes rurales. On y réfléchit malgré tout, notamment parce qu'on est aussi incité par la gendarmerie, mais là c'est pour lutter plutôt contre la grande délinquance. Nos employés passent quasiment, il y a plusieurs de nos employés qui 2 jours par semaine nettoient les Molocs. Et c'est des tonnes, on va dire, qui sont ramenées chaque mois aux déchetteries. Il y a un coût énorme pour la collectivité. Dans le dernier bulletin, on vous indiquait le coût. Donc effectivement, on déplore, on essaye de lutter contre ces incivilités. Mais le moyen le plus efficace, c'est quand même de sensibiliser nos habitants et de faire en sorte qu'ils respectent quand même les règles de vie en société. Alors Carole Rigolo-Perrotte, d'abord nous remercie pour cette initiative de communication. Et sa question est comment va se gérer le flux de voitures et son besoin en parking que vont créer les 80 nouveaux logements dans le centre de Thorrent. Aujourd'hui, il est déjà difficile de se garer pour accéder au commerce. Alors chaque fois qu'on construit des logements, il y a quand même des obligations. Pour chaque logement, c'est 2 places obligatoires. Il y a des places visiteurs qui sont imposées. Donc avec cet aménagement, il y a une centaine de places de parking qui sont prévues. Cela étant, effectivement, on est confronté à ce phénomène de saturation à certains moments au centre de Thorrent-Glières, notamment le week-end, parce qu'on peut s'en féliciter d'une certaine manière, il y a des gens qui font du covoiturage, mais plutôt que d'aller sur le parking de covoiturage qui est pourtant balisé, qui est vers la place des Nantes, devant l'école ou devant la place Tom Morel, les gens se garent devant le petit casino, ce qui fait que, effectivement, lorsqu'on va aller faire nos achats, les places sont saturées. D'une manière plus générale, on réfléchit à la possibilité de créer un parking plus important. Donc il y a une réflexion qui a été menée avec les habitants pour aménager le centre-bourg de Thorrent. Ce qu'ils nous ont proposé, c'est un parking public dans le secteur qu'on appelle du Bognon, c'est-à-dire sur les terrains qui se trouvent derrière la Triandine. Donc là, on a un projet d'étude urbaine. Effectivement, il y a des terrains qui sont réservés pour ce parking. Avec le Grand Annecy, on se pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un lieu qui serait plus approprié? Donc oui, bien sûr qu'on réfléchit à cette question. On sait qu'on aura besoin de places de parking de plus en plus, parce que si on veut aussi mettre en place des navettes qui vont monter vers le plateau des Glières, il faut que les gens puissent garer leur voiture à Thorrent. Il y aura sans doute de nouvelles constructions aussi dans le centre. Aujourd'hui, il faut savoir que on ne peut pas rénover aussi certains logements, on ne peut pas construire de nouveaux logements dans des maisons existantes pour ce problème de parking, puisque pour chaque nouveau logement, il faut 2 places. Et dans certaines maisons au centre de Thorrent, ce n'est pas possible de trouver 2 places. Donc il y a des projets là aussi qui sont bloqués. Et comme le soulignait M. Vindray, c'est bien dommage. Donc oui, on espère que dans l'aménagement futur du centre-bourg de Thorrent, rapidement puisse construire un parking, aménager un parking pour répondre à ses besoins. Alors M. Gimbard me dit, avez-vous des dates plus précises pour la fibre à Saint-Martin? La fibre à Saint-Martin, elle est déjà présente. Elle est présente dans certains hameaux.
Le chef-lieu, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas dire quel hameau, mais après, donc il y a des opérateurs, hein, notamment Orange au début qui était très réticent, aujourd'hui propose ses services, comme Bouygues, comme SFR, comme Free. Donc moi je vous conseille d'aller sur notre site, parce qu'il y a des adresses mail qui sont indiquées, il y a une autorité qui s'occupe de ces questions, il y a des cartes qui permettent de savoir si notre logement est desservi par la fibre ou il ne l'est pas. Donc ça, ces renseignements, on pourra vous les donner sur votre site. Alors effectivement, toute la commune de Saint-Martin n'est pas desservie aujourd'hui, mais il y a une partie des hameaux qui le sont. Et voilà, la date limite, c'est 2025. Alors, Anne Vindray me dit, quel est l'intérêt pour Filière d'être considérée comme petite ville de demain? Alors effectivement, ça peut faire peur, cette appellation petite ville de demain. C'est un projet qui a été lancé par l'État. Alors l'intérêt d'être retenu, c'est qu'il y a un accompagnement en termes d'ingénierie. Il finance notamment un poste de chef de projet pendant 2 ans à hauteur de 75%, ce qui va permettre de faire avancer des projets, parce qu'on a pas mal de projets, nous, déjà qui sont prêts. Projets d'aménagement de centre-bourg, projets d'aménagement projets de sécurisation, nos projets d'école, nos projets de crèche, projets éventuellement d'une salle à Évire. Et donc, le fait d'avoir un chef de projet, ça va permettre d'aller plus vite, ça va surtout permettre d'aller chercher de l'argent. Parce que le nerf de la guerre, c'est quand même les finances. Et ce chef de projet, il aura pour mission principale d'aller chercher des subventions là où elles se trouvent. Parce qu'on s'efforce évidemment, hein, c'est une préoccupation de tous les instants d'aller chercher des subventions. Mais aujourd'hui, on a de nombreux financeurs. Il y a l'Europe, il y a l'État, il y a le département, il y a la région. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir plus de moyens en ingénierie, plus de moyens en interne, donc de pouvoir faire avancer plus vite nos projets. Et toute la commune en bénéficiera, puisqu'il y a des projets qui concernent les 5 communes déléguées. Alors, Daniel Méli, que je salue, me demande si la navette pourrait s'arrêter à Usillon pendant cette saison. Alors, pour cette saison, non, mais ça sera le cas l'année prochaine. Parce qu'effectivement, c'est une demande. La navette, elle est loin d'être pleine, hein, parce que malgré nos efforts de communication, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens de Thoran qui montent avec leur voiture au plateau des Glières et qui ne prennent pas la navette, alors que c'est beaucoup plus commode. Il y a 6 navettes qui partent de Thoran, il y en a 7 qui redescendent du plateau des Glières. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a quasiment toutes les heures. Alors la crainte qu'avancent certains, c'est de ne pas avoir de place pour redescendre. Aujourd'hui, n'ayez pas d'inquiétude, entre les 3/4 et ces navettes, il y a de la place. Donc laissez votre voiture à Thoran, montez au plateau des Glières en navette, c'est quand même beaucoup moins de stress, parce que le samedi et le dimanche, c'est quand même très difficile de trouver une place, c'est très difficile de se croiser. Donc oui, Daniel, je peux te dire, dès l'an prochain, il y aura des arrêts Usillon. On va renforcer, je l'ai dit, considérablement ce service et c'est effectivement prendre les gens tout au long du trajet de cette navette. Pour cette année, on ne peut pas parce qu'il y a évidemment une convention qui a été signée, il y a un marché qui a été signé, donc on ne peut pas le modifier. Mais oui, ça sera le cas l'an prochain. Alors Lucie Belluard me demande, donc en tant qu'agriculteur, nous aimerions savoir comment vous projetez-vous sur Filière. Bon, je pense que la question, c'est comment on va considérer l'agriculture. Alors là, bon, sans surprise, hein, moi vous savez que je suis un grand défenseur de l'agriculture. Durant le dernier mandat au Grand Annecy, j'avais en charge les questions agricoles. Donc moi, je souhaite vraiment qu'il y ait une protection très forte dans le futur PLUI du Grand Annecy pour les terrains agricoles. Et qu'en gros, on a même jusque ce qu'on appelle la sanctuarisation, c'est-à-dire que ces terres, elles soient définitivement agricoles. Qu'à chaque PLUI, on ne revienne pas sur cette question, qu'on ne s'interroge pas. Ces terres, est-ce qu'elles doivent devenir constructibles ou au contraire rester agricoles? Voilà, que ça soit inscrit dans le marbre. On a la chance, nous, à Filière, hein, d'être une grande commune agricole. Je pense qu'on est la première commune agricole de Haute-Savoie. Donc, s'il y a bien un endroit où il faut protéger l'agriculture, c'est chez nous. Et je vous garantis que vous pouvez compter sur moi pour que ça soit le cas et que cette question elle soit bien prise en compte dans le PLUI. Alors, Laurine Grange me demande où en sommes-nous de l'aménagement du chef-lieu de Thoran sens unique et aménagement de la rue de la Javafonne en trottoir. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a réuni les habitants pour parler d'aménagement du territoire, la question du sens unique dans le village a été posée, mais a été repoussée. Ce n'est pas le choix qu'ont fait les habitants. Hein, ils préfèrent, bon, pour certaines raisons, qu'on garde pour le moment un double sens.
L'aménagement de la rue de la Javaphone, ben, oui, bien sûr, c'est aussi dans les projets. Ça fait partie du réaménagement du centre-village. L'idée, c'est quand même de détourner une partie de la circulation par la Javaphone. Donc, cette année 2021, la troisième tranche des travaux qu'on appelle la fruitière Le Vuat donc, va être réalisée. Il y a un rond-point qui va être aménagé donc, au pied de la Javaphone. Ensuite, il faut, comme vous le soulignez, requalifier cette voie, la sécuriser, mettre en place des trottoirs. Après, là aussi, c'est une question d'arbitrage financier. Parce que tout ça, ça coûte cher. On ne peut pas mettre tout notre argent uniquement dans la voirie. Donc, on est en train de construire un plan pluriannuel d'investissement. Ces travaux, ils seront inscrits. Je ne peux pas vous dire que des trottoirs sur la Javaphone sont construits l'année prochaine ou dans 2 ans, mais en tout cas, ça fait partie des projets que l'on conduit et qu'on va inscrire dans notre plan pluriannuel d'investissement. Alors, Flavie Eden, alors pardonnez-moi peut-être pour la prononciation. Alors, pour les personnes qui roulent comme sur un rallye dans la zone de la Glacière pour la guinguette des artistes, quand elle est ouverte, des aménagements sont-ils prévus? Alors oui, j'ai répondu, hein, effectivement, on est sollicité, sans exagération, je peux dire toutes les semaines, pour des problèmes de sécurisation de voirie, pour des problèmes d'excès de vitesse, pour la demande soit de mettre en place des ralentisseurs, des trottoirs. Donc je vous l'ai dit, un groupe de travail. Ce groupe de travail, il prend en compte toutes vos demandes, elles sont traitées et hiérarchisées. On ne pourra pas agir partout en même temps, mais on agira zone par zone. Donc on prend en compte votre demande. Et elle sera traitée par le groupe comme toutes les autres demandes. Il y en a déjà une pour l'école de la route de l'église à Saint-Martin, donc la voie qui mène à l'école. Donc ça fera partie des réflexions. Alors Léo Forlini me demande, a-t-on un espoir que la gare d'Évire reprenne ses fonctions un jour? Ben oui, bien sûr. Il y a une gare qui existe. Alors ce n'est pas la priorité numéro 1, parce que la SNCF, elle est soucieuse quand même de rentabilité. Donc de rouvrir des gares déjà là où il y a une population importante, c'est-à-dire là où ils auront l'assurance que des gens vont monter et descendre. Il se trouve que la gare d'Évire, elle n'est pas forcément située dans une zone très dense, mais dans les réflexions pour améliorer la mobilité, il y a effectivement cette voie ferrée, puisqu'elle existe, il y a des trains qui circulent. Donc si on prend le Grand Annecy, c'est d'Évire jusqu'à la gare d'Annecy. Donc c'est une piste, hein. Je ne veux pas vous promettre que demain la gare d'Évire sera rouverte, mais effectivement, dans le cadre de la réflexion globale sur la mobilité, on n'oublie pas cette gare d'Évire. Elle a, je vous dis, l'immense avantage d'exister. Donc j'espère aussi comme vous que demain à nouveau il y a des gens d'Évire qui pourront aller prendre le train à cette gare, qui pourront descendre de cette gare pour se rendre à Annecy pour leurs études, pour leurs achats, pour aller au travail. Alors John de La Fontaine me parle de la gestion des cimetières en période de crise sanitaire. Leur futur règlement intérieur du Grand Annecy. Alors là je dois avouer que je ne comprends pas vraiment la question, parce que les cimetières, ils sont gérés par la commune de Fillières. Hein. Donc on a 5 cimetières, il y a 5 communes déléguées. D'ailleurs, c'est la compétence qui appartient au maire délégué. Donc oui, on est en train de mettre en place un règlement intérieur pour chaque cimetière. On est en train de retenir aussi un logiciel pour gérer ces 5 cimetières. Donc effectivement, pour permettre à la fois d'être plus réactif et puis de bien fixer les règles d'utilisation des cimetières. Mais ce n'est pas le Grand Annecy qui a la compétence pour les cimetières. Alors Teddy Chrétien me demande, les constructions poussent comme des champignons, les taxes foncières remplissent le budget, mais les investissements dans les écoles vieilles de 30 ans n'évoluent pas. Alors les constructions poussent comme les champignons, oui et non. Hein. Effectivement, on est soumis quand même à une certaine pression foncière, hein, puisque c'est 12 000 habitants de plus en Haute-Savoie et que chaque commune elle doit assumer, elle va assumer sa part. Donc il y a des constructions, c'est vrai, des taxes foncières. Les taxes foncières, vous savez que la taxe d'aménagement, la taxe d'habitat, pardon, elle a disparu. On perçoit encore la taxe sur le foncier bâti. Il y a des taxes d'aménagement. Effectivement, ça alimente le budget. Et effectivement, cet argent, il sert à tous nos investissements. Alors, les écoles, mais on a aussi des personnes de toute génération. Hein. Il n'y a pas que des parents non plus. Il n'y a pas que des enfants. Même si, je vous l'ai dit, hein, on dépense beaucoup pour les écoles, beaucoup pour la jeunesse. Et ça semble tout à fait normal. Mais on doit aussi investir pour l'ensemble
de la population. Donc oui, on a 2 projets d'école, c'est énorme. En principe, pour une commune, un projet d'école, c'est le projet du mandat. Donc là, sous ce mandat, on a le projet d'une école aux Œillères, on a le projet d'une école maternelle à Saint-Martin, mais nos finances, elles ne nous permettent pas d'aller au-delà. Donc voilà, il faut du temps, ça s'inscrira dans le temps. L'école des Vires est relativement récente, celle d'Avernoz, elle fonctionne très bien, celle de Torrent, Paulement, elle fonctionne bien, mais évidemment, elle va être soumise à une pression démographique importante, donc ça fait partie de nos réflexions, mais voilà, chaque chose en son temps. Alors, Anaël Le Berger me dit « Bonjour, en cette période où le couvre-feu est de rigueur, depuis déjà de nombreuses semaines, ne serait-il pas possible d'éteindre l'éclairage public plus tôt ? Je pense notamment à la commune des Ollières, particulièrement Nouveau City, qui reste éclairé jusqu'à minuit. Cela permettrait peut-être quelques économies financières et écologiques. » Alors oui, ça, là aussi on en parle hein, parce qu'effectivement, on est en train de généraliser l'extinction partout, dans toutes les communes déléguées. Alors on ne peut pas le faire non plus dans des hameaux isolés parce qu'il y a un coût. Hein. C'est-à-dire chaque fois, il faut mettre un minuteur, il faut faire des travaux dans les compteurs électriques. Mais il y a une réflexion sur la stratégie lumière, hein, plus globalement sur toute la commune. Éteindre ou en tout cas éclairer peut-être un lampadaire sur 2, utiliser d'autres types d'éclairage, parce qu'il y a aussi, ça perturbe la faune, hein, il y a une incidence très forte. Donc on a une étude qui s'appelle Trame verte et bleue et noire, hein, qui est menée par le Grand Annecy. Donc oui, ça fait partie des pistes. Et effectivement, on a parlé récemment des Ollières et de la possibilité, peut-être notamment sur le City, d'éteindre dès 10 heures l'éclairage. Mais ça, effectivement, c'est bien aussi dans les tuyaux et nos services techniques s'en occupent. Alors, Anaïs me demande quels sont les projets prévus concernant les anciens bâtiments Arthur Lavie. Alors, on n'est pas propriétaire. C'est le centre Arthur Lavie hein, qui est propriétaire de ces bâtiments. Moi, je regrette que cette réflexion, elle avance aussi lentement, parce qu'on en parle depuis des années. Il y a une partie des bâtiments du centre Arthur Lavie qui est dans un état lamentable, notamment ce qu'on appelle la MAS, hein, pour ceux qui connaissent, la maison d'accueil spécialisée. Il y avait eu une réflexion qui avait été conduite. Moi, je siège au conseil d'administration. Donc, il y a plusieurs scénarios qui étaient présentés. Il y en a un seul qui nous a été présenté. Et puis, voilà, ça s'est arrêté brutalement. Hein. Donc, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où en est l'étude. Je trouve vraiment dommage parce qu'effectivement, la commune, avec le centre Arthur Lavie, on a tout intérêt à travailler à la fois pour réhabiliter ces bâtiments et puis pour réfléchir sur l'affectation des anciens bâtiments, sur la destination de ce ténement, puisque le centre Arthur Lavie, il occupe plusieurs hectares en plein cœur de la commune de Torrent. Mais hélas, je ne peux pas vous en dire plus, vous donner un calendrier, parce que actuellement la directrice donc, est partie, elle a rejoint une autre affectation. Sa remplaçante ou son remplaçant n'a pas été nommé, donc on attend que ce remplacement pour reprendre ses études et on espère vraiment avancer sur ce dossier. Et je peux vous garantir que là, c'est aussi quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Alors, Ghislaine Rattel, que je salue, me dit alors, aurait-il une date plus précise pour l'installation d'antennes pour la zone blanche chez Bruchon, sachant qu'Orange arrête son service hors FEM tout seul le 21 août 2021. Donc là, on a rencontré effectivement les services, c'est France Télécom hein, qui s'en occupe. Donc le lieu a été arrêté. Donc les travaux devraient se faire en 2021. Et effectivement, on espère qu'à l'automne 2021, ce pylône sera mis en place. Donc le calendrier, je ne l'ai pas vraiment en tête, mais voilà, Ghislaine, je reviendrai vers toi rapidement pour te donner exactement le calendrier. Et j'en profite parce que je vois que le temps défile, il y a beaucoup de questions, ce qui prouve finalement que ce live, c'est une bonne initiative. Je vous remercie vraiment hein, pour être nombreux visiblement devant vos écrans. Toutes les questions auxquelles je ne pourrai pas répondre ce soir, on y répondra. On y répondra donc dans les prochains jours. Et puis, puisque ça fonctionne et c'est un test, je reviendrai vers vous avec sans doute plusieurs de mes adjoints, parce que je pense que c'est intéressant pour traiter des thématiques plus vastes et qu'on puisse vous apporter les bonnes réponses dans les prochains mois, notamment si la crise se prolonge, on utilisera ce moyen. C'est vraiment finalement quelque chose qui fonctionne très bien.
Alors, je réponds encore quelques questions. Léo Forlini, comment accéder à la navette du plateau des Glières depuis Évire? Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a des navettes qui partent de la gare d'Annecy, qui s'arrêtent à la salle polyvalente d'Argonnet, qui s'arrêtent à Charbonnet, qui s'arrêtent à Mercier, à Groisy, à Torrent, et ensuite qui montent au plateau. Il y en a qui partent du plateau de la commune déléguée de Torrent-Glières, de la place des Nantes pour aller au plateau. Alors, il n'y en a pas pour le moment qui vont chercher les gens partout dans le Grand Annecy, et donc pas à Évire. On y réfléchira sans doute, hein, mais le but c'est quand même d'éviter que les gens notamment montent tous en voiture au plateau des Glières et donc laissent leur voiture à Torrent. Mais effectivement c'est une piste aussi intéressante et on y réfléchit aussi à comment aller chercher les gens chez eux pour qu'ils ne prennent plus la voiture. Par exemple pour le Semnoz, aujourd'hui il y a une nouvelle ligne qui a été mise en place qui passe à Douin, qui passe à Saint-Joriot, qui passe à Saint-Eustache, qui passe à la Chapelle-Saint-Maurice. Donc l'idée c'est de faire la même chose avec le plateau des Glières. Alors, Guillaume Durand m'interroge sur les déjections des canines, des chiens, errants ou pas. Alors, oui, sans doute qu'il faut qu'on mette en place un système comme ça existe, avec fournir des poubelles aux gens pour qu'ils ramassent les déjections de leurs chiens. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont des chiens, qui promènent leurs chiens dans des lieux publics. Et effectivement, voilà, là, notre service technique aussi va installer dans les prochains mois ce système qui existe dans beaucoup de communes et plutôt en ville. Les chiens errants, alors, les chiens, il ne faut pas hésiter. Lorsqu'il y a des chiens, appelés soit la gendarmerie, soit la commune, parce que nous, on a une convention avec une association, hein, c'est la SPA, donc qui est censée venir ramasser les chiens, oui, on peut dire, hein, les mettre en fourrière, les chiens errants, lorsqu'ils sont sur le domaine public. Par contre, ils n'ont pas le droit d'intervenir sur le domaine privé. Et puis, ils souffrent beaucoup aussi du manque de bénévoles. Donc, c'est une association qui est en souffrance et qui n'est pas si réactive que ça. Alors, Aurore Manzano me demande est-ce qu'on aura la fibre à Nantizel-l'Échappe. Alors oui, hein, l'horizon c'est 2025, on espère un peu avant pour notre commune. Donc en principe, en 2025, tous les loyers seront desservis. Là, pour le moment, on n'a pas de calendrier, mais je vous dis, il y a un site, hein, il y a un site qui est mis en place par la haute autorité qui s'occupe de ces questions. Donc si vous cliquez, en principe, vous allez savoir plus ou moins quand vous serez desservi. C'est un syndicat qui s'occupe de cette question, qui s'appelle le CIAN, et donc à son propre calendrier, il va nous le communiquer dans les prochaines semaines. Évidemment, on vous informera via notre bulletin et notre site internet de l'avancée des opérations. Alors, Christophe Méli, suite aux aménagements routiers dans Zillon, la vitesse à la sortie du village direction Glières a décuplé. Y a-t-il des solutions à faire en coordination avec le département? Alors, on en revient une nouvelle fois à ces problèmes de vitesse. Effectivement, peut-être parce que les gens sont plus contraints dans la traversée du centre du Zillon. Ils ont tendance un peu à se défouler et à accélérer à la sortie. Est-ce qu'il faut mettre des ralentisseurs partout? Est-ce qu'il faut mettre des limitations partout? Voilà, c'est une vraie question. Là aussi, ça renvoie, comme pour les problèmes d'objets déposés autour des Molochs, de saleté, ça renvoie à un problème de citoyenneté. Et c'est vrai que c'est pesant pour l'ensemble des citoyens, c'est pesant pour les finances communales, mais hélas, on ne pourra pas mettre des ralentisseurs, on ne pourra pas aménager, construire des trottoirs partout. Voilà, donc oui, on a bien conscience, Christophe, de ce problème. Alors, Claudia Guyot m'interroge sur les constructions proches du cimetière de Torrent et de la zone humide. Alors, je sais qu'il y avait une question qui avait été posée aussi en ligne. Alors, effectivement, il y avait une zone humide qui a été répertoriée. Il y a une association qui s'appelle Aster. Il y a un inventaire des zones humides. On connaît les zones humides qui se trouvent sur notre territoire. Et donc, il y a un grand principe qui est mis en place, c'est éviter. Donc, en principe, il y a une zone humide, il faut éviter de construire dans cette zone humide. Le deuxième, c'est réduire l'impact. Donc, c'est ce qui a été fait. Il y a une partie de la zone humide qui a été protégée. Il y a des aménagements qui vont être faits pour réaménager cette zone humide. Et puis le troisième principe, c'est compenser. Et donc le groupe immobilier, le promoteur qui construit cette zone, a acheté 2 hectares de zone humide sur la commune de Torrent-Glières, au lieu dit Le Chêne. Et donc ils vont mener des travaux conséquents pour réhabiliter une zone humide qui ne fonctionnait plus parce qu'elle avait été drainée. Donc voilà, c'est la compensation. Or sur place, non, mais ça sera compensé ailleurs. Il faut savoir aussi que la commune, elle a acheté des terrains. Alors là, c'est sur la commune déléguée d'Évire, on a acheté l'an dernier plus de 2 hectares de terrain pour permettre aussi des aménagements, enfin pour permettre à des zones humides de mieux fonctionner, de les entretenir. Alors je suis désolé, je vais prendre une dernière question. Y a-t-il une volonté de replanter en partenariat avec les agriculteurs de la commune des haies, comme cela se fait déjà dans le nord de la France? C'est Tom Woody qui me pose cette question.
Cela afin de favoriser le retour d'une biodiversité perdue, améliorer les rendements des parcelles de façon naturelle et améliorer la rétention d'eau avec pour fond un scénario de réchauffement global généralisé. Alors c'est effectivement une très bonne remarque que vous faites. C'est une réflexion qu'on mène dans le cadre du PLUI du Grand Annecy. Il y a un groupe agricole aussi qui existe, et notamment en lien avec les agriculteurs. Effectivement, on les incite à aller dans cette voie. Il y a ce qu'on appelle de l'agroforesterie, je pense, je vois que vous êtes un spécialiste, vous devez connaître cela. Il y a des agriculteurs, notamment à Groisy, M. Rémillon, c'est le GAEC, la Croix-Bleue, je ne vais pas dire de bêtises, qui a déjà planté des arbres. Ça sera un vrai enjeu pour eux, pour que leur troupeau puisse continuer à sortir l'été alors qu'il va faire de plus en plus chaud et bénéficier d'une certaine fraîcheur, reconstruire des haies pour la biodiversité, pour protéger aussi quelquefois du vent. Donc oui, bien sûr, ça se fait en Bretagne, ça se fait en Normandie, ça se fait dans le nord de la France, et donc c'est effectivement une piste qui est vraiment étudiée avec les agriculteurs. Certains sont convaincus déjà du bienfait de la plantation d'arbres, de haies. Donc oui, ça sera encouragé dans le cadre du PLUI, et le groupe agricole donc y travaille également. Voilà. Donc voilà, je suis obligé de clore. Il y a pas mal de questions, je vois, du collectif Retrouver et Vivre. Bon, j'ai répondu à certaines. Voilà, donc je répondrai en ligne à d'autres, hein, hors ce live, puisqu'on avait décidé de faire 1 heure, on est déjà 1h05. En tout cas, je remercie donc tous ceux qui ont participé. Je salue aussi Laure Tonnelet, notre conseillère départementale, parce que je sais qu'elle est devant son écran également. Je vous remercie tous d'avoir pris un peu de temps. Donc beaucoup ont soulevé, ont loué cette initiative. Donc je l'ai dit, on refera de tels lives, puisque finalement je trouve très positif. Ça permet aussi, sans vous obliger de vous déplacer, puisqu'on parle aussi d'éviter des déplacements, ça nous permet d'échanger sans que vous soyez obligé de prendre vos voitures. Donc oui, à de nouvelles initiatives de ce genre. Et puis merci, donc je remercie la société Mousse Production, puisque c'est grâce à elle qu'on a pu le faire, Isabelle Lefiennois, qui est la gérante, et puis tous les techniciens qui travaillent, donc qui sont à mes côtés pour la réussite de ce live. Donc bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.